coup de foudre. C'était il y a 10 ans. Je me promenais dans les couloirs de ma fac, mes cahiers sous le bras, telle une jeune étudiante passionnée. Il était dans ses pensées, il m'a bousculée, ça m'a énervée, je me suis retournée, je l'ai regardé, il m'a regardée avec ses grands yeux bleus, et on s'est aimé au premier regard. Aujourd'hui encore, quand je me lève le matin, je regarde mon homme à côté de moi et je suis toujours émerveillée. J'ai mon cœur qui palpite, j'ai encore les papillons dans le ventre, presque 24 heures sur 24. Rien n'a changé. Rien n'a changé, je l'aime comme au premier jour. Bon, vous en doutez, tout ça, ça n'existe que dans les contes de fées. En réalité, je n'ai pas eu le coup de foudre. Je n'ai pas eu le coup de foudre parce que le coup de foudre, l'amour sans encombre, les papillons dans le ventre, 24 heures sur 24, tout ça, ça n'existe pas. Pas plus que l'âme sœur ou l'amour éternel. En tout cas, pas comme on l'entend. Nous avons tous des certitudes sur l'amour. Nous pensons par exemple que c'est ce lien unique qui nous lie à l'autre. L'engagement, le désir, la confiance. En fait, tout ça, ce n'est pas de l'amour. C'est plutôt la cause et la conséquence de l'amour. Après des années d'études et de recherches, Barbara Fredrickson et son équipe de chercheurs ont redéfini l'amour. Et voici leur conclusion. L'amour n'est ni durable, ni exclusif, ni inconditionnel. L'amour n'est pas exclusif. Lorsque j'étais enfant, je pensais que ma mère nous aimait un jour sur 2 avec mon frère. Un jour lui, un jour moi, chacun son tour, pas de jaloux. Comme si on ne pouvait aimer qu'une personne à la fois. Évidemment, je me trompais. L'amour a une portée bien plus vaste. Il n'est pas réservé à une seule personne ou une âme sœur. En fait, on peut ressentir des émotions positives et donc de l'amour avec toutes les personnes qui nous entourent, même des inconnus. Vous pouvez, par exemple, vivre des micro-moments d'amour avec votre boucher, par exemple, sans être infidèle. Alors, les micro-moments d'amour vécus avec un inconnu et ceux vécus avec un proche sont quasiment identiques. Les chercheurs observent la même synchronie biologique. Alors, il y a tout de même des différences, notamment dans les facteurs qui déclenchent ces micro-moments d'amour, puisque l'intimité, les mots, les gestes ne sont pas les mêmes, et aussi dans la fréquence, puisque c'est logique, on vit plus de micro-moments d'amour avec nos proches. L'amour n'est pas durable. Alors que j'avais 15 ans, ma vision de l'amour avait un peu évolué. À cette époque-là, je croyais en l'amour éternel et immuable. Et puis, un soir, alors que je connaissais mon premier chagrin d'amour, mon père est venu me réconforter et il m'a dit « Tu sais, ma chérie, tu n'aimeras pas ce garçon toute ta vie. » Alors, je vous laisse imaginer ma colère et mon sentiment d'incompréhension. J'avais que 15 ans, il faut remettre dans le contexte. Et en fait, je dois bien le reconnaître, des années plus tard, oui, mon père avait raison. En fait, l'amour, ce n'est pas une émotion stable qu'on éprouve des mois ou des années. En fait, c'est une sensation passagère qui dure quelques secondes. Alors rassurez-vous, elle est renouvelable à l'infini. Autrement dit, vous n'aimerez pas votre enfant, votre femme, votre conjoint, vos amis ou vos parents toute votre vie. En fait, vous les aimerez 1, 10, 20 fois par jour. Et parfois, avouons-le, pas du tout. L'amour n'est pas inconditionnel. Alors que nous étions au début de notre relation, mon conjoint m'a dit un jour cette phrase un peu étrange qui allait changer ma vision de l'amour. Il m'a dit « De toute façon, aujourd'hui, tu ne m'aimes pas. » Alors j'ai d'abord trouvé ça un peu bizarre, ce à quoi j'ai dû rétorquer une phrase tout aussi étrange. « Bah si, je t'aime aujourd'hui. » Et puis, l'idée a fait son chemin. Y a-t-il des moments, des événements, des conditions qui favorisent l'amour ? Et effectivement, il y en a 2. Il faut d'abord un sentiment de sécurité, parce que pour ressentir l'amour, notre cerveau ne peut pas ressentir d'amour en présence de danger ou de menace. Et il faut également une relation authentique, c'est-à-dire qu'il faut être, d'un point de vue scientifique en tout cas, il faut être physiquement et émotionnellement présent. Alors, si l'amour n'est ni durable, ni exclusif, ni inconditionnel, qu'est-ce que c'est alors ? L'amour, c'est la plus puissante des émotions positives. C'est l'expérience émotionnelle la plus essentielle à notre santé et notre épanouissement. En fait, c'est une sorte de carburant qui nourrit aussi bien notre corps que notre esprit, qui est aussi important que la nourriture ou l'oxygène. Les chercheurs nous invitent donc à repenser l'amour comme un moment, puisqu'il dure quelques secondes.
Et en fait, c'est l'accumulation de ces micro-moments qui vient renforcer la relation. En fait, l'amour, c'est quand vous faites un tendre câlin à un enfant, même si ce n'est pas le vôtre. C'est quand vous avez un fou rire avec une amie pour des raisons inexpliquées. C'est quand vous vous promenez main dans la main avec votre conjoint. C'est quand vous avez une conversation passionnée avec votre collègue de travail. En fait, l'amour, c'est quand au moins 2 personnes se relient et partagent une émotion positive. Il faut 3 phénomènes pour ressentir ces micro-moments d'amour. D'abord, il faut partager une émotion positive. Ensuite, il faut être en synchronie, c'est-à-dire il faut être en résonance. Vous savez, quand on a les mêmes mots, les mêmes gestes, qu'on a l'impression d'être sur la même longueur d'onde. Et enfin, il faut une intention mutuelle de bienveillance. En fait, une émotion positive, dès qu'elle est partagée, se transforme immédiatement en micro-moment d'amour. Alors pour résumer, je vais peut-être vous choquer, mais à l'instant précis où je vous parle, je n'aime pas mon conjoint. En effet, nous ne sommes pas en synchronie, nous ne sommes pas en train de partager une émotion positive et nous n'avons pas d'intention mutuelle bienveillante. En fait, d'un point de vue scientifique, mon corps ne ressent pas d'amour pour lui. Alors rassurez-vous, nous avons pendant des années vécu un nombre incalculable de micro-moments d'amour, si bien qu'ils sont venus renforcer notre relation en créant un lien de confiance et de sécurité qui est lui-même propice à la multiplication de futurs moments d'amour. Alors maintenant, peut-être que vous vous dites, bon, en quoi ces avancées sont intéressantes et qu'est-ce qu'elles peuvent changer dans nos quotidiens? Alors en réalité, ça peut tout changer. Parce que figurez-vous que nous avons tous un nerf qui relie notre cerveau à notre cœur. Il s'appelle le nerf vague et il a des effets très positifs puisqu'il nous permet de nous relier aux autres, de diminuer notre fréquence cardiaque et de réguler nos émotions. Alors c'est quoi le rapport avec l'amour? Eh bien ce nerf reflète notre réceptivité aux sources d'amour. En fait, plus notre tonus vagal est élevé, plus on va pouvoir vivre ces micro-moments d'amour. Alors au départ, les chercheurs pensaient que les caractéristiques de ce nerf vague étaient déterminées à la naissance et figées dans le temps. Et puis, les recherches ont montré qu'on pouvait, en quelque sorte, le muscler. Donc pour résumer, les micro-moments d'amour activent et tonifient le nerf vague, et plus notre nerf vague est tonique, plus on a la capacité à vivre ces micro-moments d'amour. En fait, c'est un cercle vertueux où l'amour engendre l'amour. Et c'est génial parce que, au-delà d'augmenter notre niveau de bonheur, les chercheurs ont également montré que ça augmentait notre espérance de vie. Donc plus notre nerf vague est tonique, plus on vit longtemps. Alors maintenant, peut-être que vous avez envie de savoir comment on fait pour développer, entre guillemets, ce nerf vague. Alors il existe des tas de petits exercices. Je vais vous en proposer 2 ce soir avec un petit bonus. Le premier que je vous propose de tester, c'est la méditation de la bienveillance. Les effets bénéfiques de la méditation sont nombreux. Elle augmente le bonheur, l'intelligence, l'espérance de vie. Alors la méditation de la bienveillance consiste à vous installer confortablement dans un endroit calme et à porter votre attention sur une personne envers qui vous avez des sentiments chaleureux. Et l'idée, c'est d'avoir pour elle des pensées et des intentions bienveillantes. Et vous pouvez faire ce petit exercice avec vos enfants. Par exemple, en leur proposant chaque jour de prendre 5 minutes pour penser à une personne qu'ils apprécient. Le deuxième exercice que je vous propose est celui des interactions sociales. Vous l'avez compris, l'amour ne se ressent qu'en présence des autres. Donc, je vous invite chaque soir à repenser à 3 échanges que vous avez eus dans la journée et à vous demander si vous vous êtes senti proche ou non de cette personne. L'idée, c'est vraiment de prendre conscience de la qualité des relations que vous nouez au cours de votre journée. Et là encore, vous pouvez faire ce petit exercice avec vos enfants en leur demandant de réfléchir chaque jour à 3 super moments qu'ils ont passés avec leurs copains ou avec un adulte. Et enfin, pour finir sur une touche de tendresse, j'aimerais vous parler des câlins parce que les câlins ont des pouvoirs magiques. Quand on fait un câlin à quelqu'un, au bout de 20 secondes, notre cerveau sécrète de l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement et du bien-être. Il sécrète aussi de la dopamine, qui est l'hormone de la motivation et de la bonne humeur. En fait, faire un câlin, ça permet d'être plus patient, d'être moins stressé, moins anxieux, d'avoir une meilleure estime de soi, de renforcer les liens sociaux. Et surtout, c'est gratuit et à portée de bras. Et les enfants adorent ça. Alors non, je n'ai pas eu le coup de foudre pour mon conjoint. Je n'ai pas les papillons dans le ventre 24 heures sur 24. Et il avait probablement raison le jour où il m'a dit « Aujourd'hui, tu ne m'aimes pas ». Il avait raison parce que, comme vous,
nous nous aimons quelques minutes par jour. Nous nous sommes aimés des centaines de fois auparavant, et je l'espère, nous nous aimerons encore quelques milliers d'autres. Et d'ailleurs, si on y réfléchit bien, le petit ventre arrondi que l'on devine tout juste est justement la conséquence de ces micro-moments d'amour passés, et j'en suis sûre, la cause de futurs moments d'amour. Alors, tonifiez votre nerf vague, vous serez plus heureux et vous vivrez plus longtemps. Et surtout, n'oubliez pas de transmettre tout ça à vos enfants, car ce sont eux les garants de demain. Cultiver l'amour est, à mon sens, le plus grand pas que vous puissiez faire en famille sur le chemin du bonheur. Et je vous souhaite bonne route.